Hello tout le monde et bienvenue sur Changement de Cap. Moi c'est Indy, votre hôte. Je suis filmmaker et je suis également passionné de voyage, de randonnée et fervent défenseur de la croissance personnelle. Dans ce podcast, nous partons à la découverte de voies alternatives menant à l'indépendance, l'épanouissement et à un équilibre de vie idéal. Ensemble, nous écouterons des récits de personnes qui ont osé faire le grand saut, nous recueillerons des conseils avisés et nous plongerons dans des réflexions qui résonnent. Que votre but soit de réinventer votre parcours professionnel, de marier passion et carrière, ou simplement de mener une vie plus enrichissante, Changement de Cap est là pour vous guider et vous inspirer. Venez, embarquez avec moi dans cette aventure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mes podcasts Changement de Cap. Et aujourd'hui, je pense que le podcast porte bien son nom parce que je suis avec une super pote à moi qui s'appelle Gazou, qu'on appelle aussi Chila. Oui. Je dis bien. Et elle va nous raconter son histoire parce que je pense qu'elle est en train de prendre un cheminement de vie qui est hyper inspirant. Et je pense que ça peut être cool de t'avoir en échange aujourd'hui pour les auditeurs et pour un peu booster les gens à créer des choses et à bouger, quoi. C'est clair. Donc voilà, bienvenue sur ce podcast, Gazou. Merci. Donc je l'appelle Gazou, mais il faut savoir qu'il s'appelle Gaël. Mais vu que je l'ai appelé toute ma vie Gazou, donc voilà, vous entendez Gazou, c'est Gaël. Il y a des gens qui me connaissent pas sous Gaël. Quand tu dis Gaël, à l'époque, enfin peut-être plus maintenant, mais à l'époque c'était genre Gaël, non, Gazou, ah oui. Ah voilà, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Gazou? Oui. Ouais, je peux. Donc j'ai 35 ans, bientôt 36. Et ouais, j'ai passé le long de ma vie à me chercher beaucoup, à travers des projets créatifs, à travers mes différents emplois, mes expériences professionnelles, à travers mon entourage aussi, qui m'a beaucoup instruite parce que j'étais pas très bonne à l'école. Enfin, pas bonne à l'école, mais j'aimais pas apprendre à l'école comme on nous apprenait. J'ai beaucoup appris de mon entourage, j'ai beaucoup appris de mes gens et des expériences de vie. Et du coup, ouais, aujourd'hui, ça m'amène à faire ce que je suis en train de partir faire, quoi. C'est ça. C'est trop vraiment bien. ça. Trop bien. Ouais. Bah, on a hâte d'écouter un peu plus sur ce projet que tu vas commencer bientôt. C'est quoi comme parcours de vie tu as fait dans les études? Études, j'ai pas, enfin, rien de prestigieux. J'ai fait une école de com. J'ai fait une année de relations publiques et communication en France. Et sinon, en scolaire, c'est ça. Et puis après, c'est beaucoup d'expériences sur terrain dans l'événementiel, avec Wax Up Africa, Aphrodisée, principalement ces deux-là. La photo aussi qui est venue en cours de route. Mais ouais, parcours scolaire, ouais, c'était ça. École de com et la base, quoi. La base. Ouais, vraiment, la base. Ok, cool. Tu as parlé de Wax Up, tout ça. Juste pour éclairer un petit peu les gens, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Wax Up, c'est une marque à la base. Qui a été fondée en 2013, cofondée en 2013 par Perrine et Caroline, qui sont deux femmes militantes qui voulaient lutter contre la contrefaçon Made in China, à deux mamans. J'aime. Et, et du coup, aucune des deux n'est styliste, mais c'était un moyen de conscientiser, en fait. Donc, le textile wax, c'était leur arme, entre guillemets. Et ça a grandi en plein de choses aujourd'hui parce que franchement, en 10 ans, il y a eu pas mal. Il y a eu la création de l'événement Aphrodisée, qui est aujourd'hui ce qu'il est, malgré que tout le comité de base n'y soit plus. Mais voilà, la base, c'est quand même ça. Il y a eu Pop-Up. Là, on a le magasin aux Grottes. Et le magasin, c'est un reflet aussi, pareil, de tout ce qui a été vécu. Donc, il y a une partie shop et il y a une partie culturelle qui est hyper importante dans cette quête de transmission, en fait, surtout vers les jeunes, de la connaissance de l'Afrique, des valeurs, et qu'on ait une juste image de notre continent. Donc, ouais. Je pense que c'est un beau projet. En fait, ouais,
Puis pour la petite parenthèse, on a eu la possibilité de collaborer ensemble sur des projets de vidéos pour D'ailleurs, c'est les Wax 2 Up. plus belles campagnes de Wax Up, c'est celles qu'on a fait, c'était 2019 ensemble. Et 2020. Ouais, c'était hyper cool. C'était hyper trop cool. Ouais. Et maintenant, quelle est la destination que tu es en train de prendre? Parce que là, tu as un projet, tu as ton bébé là qui est en train de se construire. Alors, c'est quoi ton projet? Juste déjà dans les grandes lignes un petit peu. Dans les grandes lignes, je vais créer une maison agricole et culturelle au Sénégal, mais pas en ville. Mais pas en ville, c'est très important, mais pas en ville. Ouais. Ok, et puis ça consiste en quoi? Ça va consister en la création d'une fusion en fait entre l'agriculture que je trouve qui est nécessaire aujourd'hui. On est dans un monde où, enfin, moi, je me suis rendu compte, surtout pendant Covid, quand tout d'un coup, il fallait rationner, enfin, pas rationner, parce qu'on n'a pas vécu ça jusque-là, mais la panique quand les gens ont vu que, oui, il n'y avait peut-être pas tout qui allait être acheminé dans la COP. Et du coup, ça a créé une urgence et ça a aussi révélé beaucoup de traits humains dans j'amasse chez moi et puis tant pis pour l'autre. Donc ça, déjà, ça m'a fait flipper de ouf. Et ce qui m'a fait flipper, c'est que je me suis rendu compte que si la COP ne me donne pas à manger, je meurs. C'est ça. Et du coup, j'étais là, en fait, fidèle à moi-même et ne voulant dépendre de rien et de personne, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Donc j'ai commencé dans mon jardin, sur mon balcon. Et en fait, il y a d'autres questionnements qui sont arrivés aussi après sur qu'est-ce que je mange, qui le produit, qu'est-ce que contient cette nourriture-là, tout ce qu'on peut faire avec l'alimentation, que ce soit aussi en termes de médecine. Et quand je dis que j'apprends aussi beaucoup de tout mon entourage, il y a Caro qui est notre médecin. Elle est nutritionniste holistique et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris sur comment se soigner rien qu'en mangeant bien. Enfin, pas forcément se soigner, mais déjà se maintenir. Et oui, se soigner quand tu sais bien manger, en fait, t'as pas forcément besoin. C'est cool d'avoir, et c'est nécessaire d'avoir un complément de médecine traditionnelle, enfin occidentale, pardon, mais enfin, si tu te maintiens bien et si tu ingères des choses qui sont tracées, normalement, ça devrait aller. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies, on va dire, qui viennent de mauvaises choses qu'on ingère. En fait, finalement, notre essence même qui nous fait avancer, l'énergie qu'on prend, elle est hyper importante. Donc aujourd'hui, ce que tu ingères, c'est ce qui va donner l'essence. Si tu manges des mauvaises choses, forcément, il ne faut pas être surpris qu'il t'arrive des mauvaises choses aussi. C'est ça. Mais tu le sens aussi quand tu fais attention. Tu le sens des fois quand tu manges des trucs, tu es là. Je me sens fatiguée ou j'ai des nausées. Puis en fait, je pense qu'il y a l'aspect de la qualité alimentaire et puis aussi de se connaître assez pour savoir ce que ton corps peut et ne peut pas supporter. Donc je pense que dans toute cette quête-là, il va y avoir la partie agricole justement pour pouvoir être en maîtrise de ce qui est ingéré. Et puis il y a la partie culturelle parce que c'est dans ma vie personnelle 2 axes qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup fait... Enfin, ils m'ont fait évoluer par des questionnements de comment ça fonctionne et comment je fonctionne là-dedans. Et j'ai fait 1 an à Kinshasa en 2022, justement pour établir à la base ce projet. Et je me suis aussi rendu compte que l'agriculture, c'était pas un truc fun. C'est pas un truc... pas sexy, mais les gens sont pas intéressés. Genre, tu peux pas attirer les jeunes en leur disant, viens, on va faire pousser des tomates, tu vois. Ils vont être là, genre, non, moi, je vais faire des trucs plus cool, tu vois. Et je me suis dit qu'en fait, en alliant la culture, du coup, j'aurais des jeunes qui viendraient pour cet axe-là et de faire maintenant une fusion avec aussi en termes créatifs, comment tu peux allier la créativité que tu acquiers, je pense, naturellement en ayant la main dans la terre à une créativité culturelle créative, tu vois. Donc, on va voir. Après, ça, c'est des... Enfin, il faudra le tester. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. L'idée, c'est de voir maintenant sur 10, 15 ans ce que ça va donner comme humain. On ne sait pas encore. Mais je pense que... Moi, j'ai vu ce que ça a fait chez moi. Et j'ai trop envie de le tester. Pas de le tester, mais de le mettre à disposition et voir comment chacun va se l'approprier. Genre, j'ai vraiment envie de juste mettre à dispo un endroit où tu vas quand tu as besoin de souffler
et voir ce que ça fait émerger chez toi, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ouais. C'est beau. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé sur ton balcon. Ouais. C'est-à-dire que tu commençais à faire pousser des choses. Ouais. Ok, Ouais. tu expérimentais un peu l'agriculture à petite échelle. Oui, parce que je connaissais rien. Donc, du coup, j'étais là, ok, bon, vas-y, j'ai testé avec des tomates, avec des herbes aromatiques. Qu'est-ce que j'ai fait pousser? Des framboises. Enfin, c'est des petits trucs, tu vois, mais déjà un peu capté, même les ravageurs, tu vois, quand tu as des trucs, comment tu traites. Enfin, et puis de traiter ça aussi de manière naturelle, parce que il y a aussi toute cette partie-là. Donc, ouais, non, c'était assez cool. C'était assez cool. Puis, genre, mais il y a une satisfaction, en fait. Ça aussi, quand tu cuisines et tout d'un coup, tu vas chercher ton basilic sur ton balcon. C'est un game, je sais pas. Non, c'est trop stylé. Tu sais, genre, ok, j'ai mon basilic. Tu sais, genre, je sais pas, c'est... Tu l'as fait pousser toi. Il n'aura pas le même goût. Mais déjà, rien du fait que c'est toi qui l'as fait grandir. C'est ouf. C'est de ouf. Donc maintenant, de faire approche. ça à grande échelle et que chacun puisse... Puis en plus, surtout sur le continent, on a quand même, selon les endroits, des problèmes de famine, alors qu'on a une terre tellement riche. Il y a aussi cette problématique-là, tu vois, de comprendre est-ce que c'est un manque de temps, un manque de savoir, parce que je pense qu'on perd aussi beaucoup de nos traditions. Est-ce que c'est juste un effet de mode qui fait que c'est pas cool d'être agricole, donc tout le monde laisse ça? Donc, ouais, il y a aussi ça, d'essayer de répondre à... Moi, je trouve que c'est pas normal que des gens manquent de nourriture chez nous, avec tout ce qui pousse et la facilité avec laquelle ça pousse. Tu dis chez nous, donc... sur le continent africain. Ouais. Mais avant que tu fasses ces expériences sur ton balcon, on est d'accord que tu ne savais rien en agriculture? Non. Oui, donc tu as appris aussi sur le tas. Merci YouTube. Grave. Merci YouTube. Non, mais franchement, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, je pense que si tu décides de ne pas avoir la maîtrise de quelque chose, aujourd'hui, c'est vraiment un choix. Parce que quand tu décides d'apprendre quelque chose, vraiment, il y a les informations. Et moi, il y a beaucoup de facteurs qui me manquaient. Après, il faut toujours l'expertise et je trouve que c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir chacun dans un métier avec son expertise, mais au moins ça te donne une notion de quoi faire, comment faire et où aller chercher et quelles questions poser pour améliorer ça. Donc, ouais, mais oui, donc le début c'était YouTube, quoi. Ouais, mon prof. YouTube. Bah, tu sais, moi, c'était pareil. Hein. Je veux dire, je suis filmmaker aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à YouTube. J'avais passé à l'époque une année. Je pense, je sais pas, le nombre d'heures que j'ai dévoré ces vidéos, à apprendre des infos, à comprendre, à essayer. Et c'est une école de ouf. Ouverte pour tous, en fait. C'est vraiment génial. Mais... tu parles d'une année que tu es parti à Kinshasa. Ouais. Donc, je pense que c'était un moment déclencheur aussi à ce projet. Oui. Peut-être même personnellement. Peut-être ça a développé des choses aussi personnellement, des prises de conscience. Mais à ce moment-là, tu travaillais. Comment tu as pu partir une année avec quels moyens tu as pu partir une année à Kinshasa? J'ai eu la chance d'être fonctionnaire d'État. Tu peux te demander une année congé sur solde. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais pas beaucoup d'économies, juste assez pour faire les premiers mois. Je commençais déjà un emploi en arrivant à Kinshasa. Et j'ai tenu comme ça. Puis après, cet emploi-là a lâché. Donc, j'ai galéré un peu. Puis après, j'ai eu des mandats de la Suisse. J'ai regaléré un peu. Et j'ai tenu comme ça, accroché. Mais j'ai eu après des plans là-bas au fur et à mesure de... Ouais, non, c'était assez cool. Et j'ai trouvé un emploi là-bas vers la fin J'ai bossé en crèche. Ça, c'est, je crois, une de mes plus belles expériences de vie. C'était ça, d'être en crèche avec des enfants de 3-4 ans. J'ai eu mes plus beaux échanges avec ces enfants, genre vraiment des discussions, des vraies discussions, des vraies questions. Et puis en parallèle, je travaillais avec l'ambassade du Canada à Kinshasa. J'étais moins ravie, mais j'avais besoin j'avais besoin de voir depuis l'intérieur comment ça fonctionne, ce système d'ambassade, d'ONG dans un pays qui n'est pas le tien, surtout à Kinshasa, qui est relativement particulier, surtout sur cette thématique-là. Parce que, mais ça mériterait un autre podcast. Ouais. Donc, du coup,
pour situer, donc tu prends une année sabbatique et tu pars à Kinshasa et là tu as vécu toutes ces belles expériences. Je me rappelle à cette période, on avait des échanges, tu me disais non mais c'est pas possible, je vais jamais tenir, non mais les gens ici comment ils font, je demande des choses, ça ne vient pas. Ouais, non mais parce que c'est... Et je te rappelle ce qu'on disait, peut-être il faut juste laisser le temps, c'est pas quelque chose qui est forcément facile de s'installer dans un nouveau pays, même si c'est pour une durée, on va dire, limitée. Mais je pense que c'est des moments où on se rend vraiment compte que les choses ne fonctionnent pas de la même manière de là où on vient. Et elles n'ont pas à le faire, et c'est ça qui est difficile. Mais c'est que nous, on est tellement habitués à une certaine manière de fonctionner dans un environnement que quand on arrive dans un nouvel environnement, il faut tout recalibrer. Et cette calibration, elle peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Moi, ça m'a pris 10 mois. Voilà. Moi, ça m'a pris 10 mois. De tout... En fait, il fallait effacer la matrice, réintégrer une matrice et après fusionner les matrices entre elles. Genre, vraiment. C'était... ça m'a pris 10 mois. 10 mois. Ouais, parce que c'est ce que j'expliquais hier à Raph, c'était que en fait, il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent aussi quand tu déménages et selon pourquoi tu déménages. Là, typiquement, ce projet-là, pour moi, c'était d'installer un projet collectif dans un pays qui est le mien, finalement, même si j'ai vécu là pour la première fois autant de temps. Mais c'est vrai que de se rendre compte de la réalité, de se rendre compte de... J'ai pas envie de ramener les clichés de la pauvreté, de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui te mettent dans des états émotionnels très, très forts. Et ça, plus ce que tu vois, tu réalises et tu te dis, mais si on essaie de faire ça différemment, ça pourrait. Puis en même temps, les gens, ils n'ont pas forcément l'envie, la foi ou la possibilité aussi d'agir de cette manière. Parce que c'est vrai que nous, on oublie quand on est en Suisse, c'est un luxe de pouvoir rentrer chez toi, de ne pas te poser la question si ça va s'allumer, l'eau, est-ce qu'elle va couler, ta machine, est-ce que tu vas pouvoir la lancer. Et moi, je parle encore d'un endroit où j'étais confortable, tu vois. Donc, quand tu es dans un pays où tu peux pas prévoir parce que tu sais pas comment ça va se passer, forcément, tu peux pas demander à des gens de se dire, vas-y, on se pose 1-2 heures, on brainstorm, on voit comment on fait, parce que on n'a pas la même notion de demain, on n'a pas la même notion de ce qui est urgent. Et ça, c'est vrai que ça m'a mis à un moment à intégrer, tu vois, parce que, mes demandes, elles n'étaient pas adaptées. Enfin, mes attentes, elles n'étaient pas adaptées, j'avais pas assez bien compris comment ça fonctionnait. Et puis, il y a aussi ce truc de, malgré tout, de défaire quand tu viens, quand tu rentres. Enfin, moi, je rentre au Congo, il y a ce truc de sauveur, tu vois. Tu es un peu là, alors que c'est pas à toi de le faire. Donc, il y a plusieurs étapes que tu dois effacer dans ton processus et que tu dois juste revenir un peu à zéro, rétablir un peu cette notion de respect. Et quand ça s'est activé, après, les choses avancent. Je dis pas qu'elles avancent forcément plus facilement, mais toi, tu le vis vachement plus relax. Et ça permet une fluidité dans les projets qui est cool. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. C'est des expériences de vie importantes. Pour moi, c'est un changement de cap. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience, une année à Kinshasa? Si tu devais voir sur la globalité, forcément, tu as appris des choses. Comment tu décris cette expérience? Je pense que j'ai appris beaucoup sur la patience. Beaucoup, parce que alors ça, c'était vraiment un truc que j'étais pas. Et je suis pas toujours... Je sens que j'excelle pas dans ce milieu-là, mais ouais. Donc, la patience, et puis... Et je trouve que ça a ouvert... Parce que j'ai quand même beaucoup voyagé dans la vie, et ça a ouvert encore encore une autre fenêtre de comment ça fonctionne, comment ça devrait... Enfin, non, en fait, pas comment ça devrait fonctionner, justement, d'effacer cette loi de comment les choses doivent être et de savoir s'adapter à là où tu es. En fait, si toi, tu décides d'aller dans un endroit, t'apprends comment ça fonctionne là et tu t'adaptes à ça. Et tu repars à partir de là. Tu repars pas à partir de là où t'es parti, en fait. Et ça m'a appris... Ouais, ça, je trouve que ça me fait arriver dans les pays différemment. J'ai un plus grand recul et un plus grand respect encore. Je pense que c'est surtout ça, patience et respect. Ouais. Je pense que c'est important quand tu arrives à quelque part de pas
avoir des attentes qui soient les mêmes que de là d'où tu viens. C'est ce qui fait la beauté de l'expérience, finalement, c'est de pouvoir t'immerger dans un système qui existe déjà et voir toi comment tu réagis et tu interagis avec cet environnement. Et c'est là que tu apprends des belles choses. Et d'ailleurs, quand tu le fais pas au départ, c'est que de la tête dans les murs que tu te fais. Mais c'était ça. J'ai pris des coups de poing pendant les premiers mois. C'était... Et je m'épuisais, en fait. Je m'épuisais à essayer de vouloir... Mais ce qui est paradoxal, parce que j'essaye de refaire quelque chose d'ici alors que je suis en train de le quitter. C'est pas, finalement, ça me convient pas non plus, la façon dont ça fonctionne ici, tu vois. Mais comme c'est ce que je connais, mon système de sécurité interne, de défense, veut recréer cet écosystème parce que c'est là que je maîtrise, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant. Quand tu voyages, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir de là. Tu dois vraiment sortir de là. Et oui, tu vas te casser la gueule. Et oui, tu vas te tromper. Et oui, ça va être chaud. Mais il faut le faire parce que c'est comme ça que tu vis ton voyage pour de vrai. Que ce soit sur des longues périodes ou sur des courtes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après ce voyage, ce retour de Kinshasa, oui. Ça fait quoi? Je veux dire, t'as repris le travail? J'ai repris le travail, j'ai tenu 3 mois. J'ai tenu 3 mois. Mais je faisais un job aussi que j'appréciais pas particulièrement. Mais je m'étais dit de nouveau, il faut le comprendre depuis l'intérieur, mais ça demandait un combat d'une vie et que je voulais pas donner, pas comme ça. Et le projet est aussi une réponse à cette problématique-là. Mais donc j'ai recommencé mon taf 3 mois et je l'ai démissionné. Et puis après j'ai galéré un peu parce que du coup j'ai démissionné, donc le chômage n'est pas arrivé tout de suite, mais ça a été pas les plus beaux mois, mais les mois les plus intéressants, surtout en termes de projet. C'est les mois où j'ai été méga efficace. C'est les mois où j'ai réussi à faire tout ce qui est un peu administratif, à poser les bases, si tu veux, tout ce qui est le règlement de mon association, comment ça va fonctionner en interne, comment protéger aussi l'asso, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences dans la vie, malheureusement, avec des associations et des projets avec lesquels on a collaboré, qui se sont vus s'effriter parce que cette base-là de sécurité n'avait pas été établie. Ça a permis à des gens de voler le concept ou de le détourner de là où il était censé aller. Et donc, du coup, ça m'a pris un temps aussi. Pour l'asso, j'ai écrit un règlement de genre d'une 50aine de pages. Ah, waouh! Sur comment j'aimerais que ça fonctionne. Après, ça reste du papier. Et là, maintenant, ça va être de voir comment ça va se matérialiser. Est-ce que je vais pouvoir tout tenir? Je ne sais pas. Mais j'avais besoin, en tout cas, de lui poser une petite couverture de protection. Et donc, j'ai fait ça. J'ai posé ça. J'ai fait mes documents. J'ai commencé à constituer l'équipe avec les membres de l'asso. Et puis, ça a été ça, du coup, le retour. Ça a été les papiers, c'était tout ce que j'aime pas. On adore. Comment ça, t'aimes pas les papiers? Non, mais il y a des gens qui aiment, hein. Oui, il y a des gens qui aiment. Ouais, moi, il me fascine les gens qui aiment franchement, ça. Mais il en faut. Exactement. Et merci pour ceux qui font ça pour nous. Merci pour nous. Mais ok. Alors, quel a été l'élément déclencheur pour que tu dises, ok, là, je quitte mon travail et puis je vais mettre mon énergie dans ce projet. Je sais pas. Quel a été... Parce qu'il a fallu 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, tu te disais déjà... dans 3 mois, je vais arrêter, ou ça a été genre soudainement, d'un coup, tu as eu un déclic? Non, je savais que j'allais pas rester. En fait, le truc, c'est que dès mon retour, je savais que j'allais de toute façon pas rester en Suisse. Et je m'étais dit, vas-y, je reste, je rentre, je taffe, j'ajuste ce que j'ai besoin d'ajuster. Et puis, à la fin de l'année, je m'en vais. Sauf qu'au bout de 3 mois... Au bout de 3 mois, c'était physique, en fait. Je pouvais plus. J'allais au taf, j'avais des montées de larmes, je sentais que je suffoquais. Enfin, c'était trop, tu vois. C'était trop. Et pour décider de me mettre financièrement en danger, à contrario d'aller taffer, c'est que vraiment, j'arrivais dans mes derniers retranchements. Je pouvais plus, c'était plus possible. Donc, du coup, au bout de 3 mois, j'ai dit, vas-y, c'est bon, saute, tu vois. Et on verra bien. En fait, on verra bien. Après, je pense que c'est là où la spiritualité rentre en compte et tu te dis, bon, si c'est le bon chemin, on va me protéger, tu vois. Donc, non, mais je pense que c'est
Alors, les gens le disent toujours, il faut un courage pour faire ce genre de pas. Dire, OK, je quitte une situation stable pour me lancer dans quelque chose où je sais que je vais me mettre en danger financièrement. C'est vrai que ça demande un certain courage, mais quand tu vis ce moment où tu as ce déclic, c'est plutôt l'inverse. Tu dis, les gens qui sont courageux et qui restent dans une situation qui leur font pas du bien et qui savent très bien qu'ils sont pas à leur place, c'est eux qui ont du courage. Donc moi, je comprends totalement, parce que moi, j'avais vécu aussi la même chose. Mais ouais, donc du coup, du moment que tu es arrivé de ce voyage, tu savais que en fait, ça t'avait changé, en fait. En partant, parce que le truc, quand je suis partie à Kinshasa, j'avais pas de date, de délai. C'est-à-dire que ce voyage-là, comme c'était un inconnu total, pouvait durer 2 semaines, comme il pouvait durer 3 mois, comme il pouvait, durer 4 ans. Mais je m'étais fait une promesse en partant. J'avais dit, tant que les portes s'ouvrent, je reste. Et 2-3 fois, hein, je dis pas que j'ai passé une année à flâner. Bon, j'ai dit, ça a été 10 mois de galère, mais 2-3 fois, j'étais là. En fait, c'est pas ici. Laisse tomber. Parce que la base, quand même, c'est que ce projet-là, de toute façon, j'allais le faire. Même si c'était pas au Congo, j'allais le faire. Mais je me devais à moi et à mes ancêtres de commencer par le Congo. Je me suis dit, si je le fais ailleurs, ça va mal se passer pour moi. Je teste là-bas, on verra bien. Donc, il n'y avait pas trop de deadline. En fait, j'allais suivre un flow. Et 2-3 fois, je me suis dit, vas-y, là, c'est pas Kinshasa, laisse tomber. Et à chaque fois que j'ai voulu rentrer, tac, il y a un miracle une porte qui s'ouvre. Vraiment, j'étais là, OK, j'ai fait ma promesse. Juste à la fin, je reste, tu vois. Donc, à la fin de mon voyage, je suis aussi rentrée parce que si je rentrais pas, je perdais mon job. Et qu'à ce moment-là, c'était aussi très compliqué à Kinshasa parce que ça reste une ville relativement chère. Vu qu'il y a aussi toute cette implantation d'ONG, on retrouve ça souvent dans les pays du continent. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne. C'est ou très haut ou très bas. Et pour tenir en tant qu'expatrié dans cette jauge-là, j'avais mes 2 tafs. Et donc, du coup, j'avais mes 2 tafs, mais du coup, je ne mettais pas non plus l'implication que je voulais dans mon projet. Et j'arrivais plus non plus à réfléchir. Et ce truc que je disais, là, en Suisse, on a ce luxe du temps. On a ce luxe de pouvoir rentrer. Et comme tu ne te poses pas trop de questions sur l'externe, tu as le temps de réfléchir. Des fois, trop, carrément, ça laisse la place aux gens de faire des moves de... Voilà. Franchement, des fois, on a trop de temps. Mais ce temps-là, si tu sais bien l'utiliser, du coup... Non, il sert. Et là, je m'étais dit, OK, là, c'est bon, Kinshasa, c'est fini. Enfin, c'est fini. Pour maintenant, rentre, réfléchis, repose, repars. Et j'avais refait un voyage en mars. Et c'est ce voyage-là en mars qui m'a fait aussi changer de lieu. Parce que, en tant que femme métissée aussi, c'est autant des difficultés que des cartes qui peuvent jouer dans mon sens, mais c'est vrai que l'implication de ce projet-là, le terrain agricole, du coup, on l'a mis en place. Et comme l'introduction n'avait pas été faite, je pense, correctement, ça a créé un peu des conflits entre les personnes qui sont avoisinantes. Et donc, moi, quand j'y allais, forcément, les gens me voyaient arriver. Et en fait, le dernier déplacement, il y a eu... un des agronomes, qui a eu... ils sont allés chez lui pour, en gros, aller chercher de l'argent que moi, j'aurais déposé. Et moi, je check avec mon père, j'essaie de voir si c'est vraiment ça, la vraie histoire. Et ils me disent que oui. Et donc, du coup, notre gars sûr de Kin me dit, bon, Gaëlle, en tout cas, à partir de maintenant, il faudra que tu ailles avec un policier sur le terrain. Ouf. Et là, j'étais là... Pas du tout. Et il me dit, non, mais au moins en début, quand même, je dis, en fait, vraiment, le projet, c'est pas ça. Donc, si moi, je dois aller avec une sécurité, ça casse tout. J'ai dit, là, ça va tout casser. La dynamique, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. C'est à Kinshasa ? Ça, c'était à Kinshasa. Okay. C'était dernier voyage en mars, tu vois. Et j'ai dit non, justement, là, le but, c'est de recréer une collectivité, une confiance entre nous. Moi, j'arrive avec la police pour faire quoi ? Enfin, je fais tout l'inverse de ce que je viens de prôner. Ça ne me fait pas sens, tu vois. Et donc, du coup, ouais, j'ai beaucoup repensé ce voyage-là. Et j'avais déjà beaucoup du Sénégal dans mes inscriptions de projets. En fait, j'avais déjà beaucoup de Sénégalais avec lesquels je voulais collaborer, que je voulais faire venir au Sénégal pour l'expertise. Et
quand la question a commencé à se poser, ok, bon, peut-être qu'on ne fait pas Kin, mais du coup, on fait où, tu vois. Et le Sénégal était en tête de liste. J'avais Sao Tomé aussi. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça peut être cool, ça ressemble à la Jamaïque. Je vais trop aller là-bas, Sao Tomé, si vous nous écoutez. Je te jure. Et du coup, ouais, je me suis dit, vas-y, ça peut faire un des deux. Et en fait, non, Sénégal a gagné. Sénégal a gagné, clairement. Donc, ouais. Waouh. C'est génial. Et c'est quoi ta vision pour ce projet sur le long terme? Le long terme, dans quel sens? Bon, là, pour le moment, tu vas devoir construire le projet, trouver... T'as tout à faire. Ouais, t'as tout à faire. Ouais. Mais dans 10 ans, par exemple, je sais que c'est loin, mais... Non, c'est tout près. C'est tout près. Bon, voilà, alors dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur ce terrain agricole. Qu'est-ce qu'on voit? Qui sont les gens qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'on vit? Quelle est la vibe? Là, si tu fermes les yeux et tu... Non, j'ai pas besoin, c'est très clair. Vas-y. Dans 10 ans, les gens qu'on voit, c'est des premiers étudiants qui sont entrés là maintenant, qui en ont sorti quelque chose qui leur est bénéfique et qui sont en train de transmettre ce qui a été acquis. On a un terrain agricole qui est vert de ouf. Et il y a un peu tout le monde qui maintenant s'autogère, qui comprend comment ça fonctionne. La maison culturelle, elle tourne, on a des résidences artistiques. Et ouais. Et en fait, il y a de la créativité dans tous les sens. Il y a des gens qui sont posés dans la bibliothèque, il y a des étudiants certainement dans les classes. Ouais, on est dans une... Je sais pas, parce que je veux pas... C'est pas une école. Même si souvent, comme je parle beaucoup de pédagogie... je pense souvent me faire référence à ça, mais je vois trop ça comme un espace de vie. Enfin, je vois vraiment ça comme un lieu où, putain, quand tu peux, en fait, comme moi, quand tu peux plus respirer, tu dis, on part chez Gaël, tu vois, genre, en fait, je veux ça. Je veux quelqu'un qui est au bout, pas tous, s'il vous plaît. Ou quand t'es dans des moments, tu sais, on vit tous des moments, putain, mais qu'est-ce que je fais de ma life, genre, tu sais. Comment je me suis retrouvée là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'aimerais être un point de chute à cette réflexion. J'aimerais que des gens en questionnement soient là, mais des gens avec des réponses aussi soient là et qu'il y ait des échanges entre eux. Et que ça fasse éclore les plus belles conversations du monde, en fait. Tu vois, comme tu peux t'asseoir randomly avec quelqu'un et dans un mot, dans une phrase, il va te donner la réponse à un truc que tu cherches depuis. En fait, j'ai envie de créer un endroit où les gens ils vont se poser, ils vont se parler, ils vont créer ensemble, ils vont produire ensemble. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce sera ça dans 10-15 ans, c'est ça. Clairement. Ça. Et mieux encore. Ouais. C'est ça, c'est déjà très bien, franchement. Non, mais c'est magnifique. Je vois trop la vibe de l'échange entre... les différentes générations, le savoir qui se multiplie. Et qui se réajuste aussi, parce qu'il y a ce truc-là avec la pédagogie, c'est que même là, tu vois, à la school, ça fait je sais pas combien d'années que les programmes sont les mêmes, tu vois. Mais nous, on évolue, on prend l'information différemment, mais les programmes sont toujours pareils. Et c'est ça aussi. Là, l'idée, c'est de faire des choses qui sont adaptées avec des gens qui ont appris. Donc, j'ai trop hâte d'avoir des échanges avec des étudiants, de me dire, ouais, non, ça, c'était peut-être pas adapté, ou ça, c'était cool, mais peut-être sous cette forme, de vraiment créer des modules qui sont malléables, qui sont malléables à tout type de profil aussi, qui soient réajustés. Pas, OK, on a trouvé la bonne méthode et on va appliquer que celle-là. Je veux vraiment que ce soit, OK, là, c'était cool pour maintenant, mais l'histoire et l'actualité ou les réalités de maintenant font que peut-être on va focus plus sur cette partie-là. Enfin, ouais, comme la vie, quoi. Comme le voilier, tu vois, genre vraiment, OK, c'est là qu'on va mettre l'accent, fine. Et puis aussi en fonction des gens qui vont entrer. Ça, j'ai trop hâte. Des gens qui vont entendre parler du projet, qui sont là, ouais, moi, je peux aider sur tel truc. Le gars, il a réfléchi sur son projet pendant je sais pas combien d'années. Il est là, OK, vas-y, on teste. Projet d'innovation aussi, tu vois, des systèmes de récupération des eaux. Enfin, il y a tellement d'axes où il y a tellement d'humains qui peuvent entrer que vraiment, je sais pas, on verra comment ça va donner. C'est trop beau, c'est trop beau. J'aime trop. Oh là là. Ouais. Est-ce que...
T'as réfléchi un peu aux défis que tu pourrais faire face Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, mais il y en a. Il y en aura, mais voilà, quel genre de défis? Je pense les premiers, ça va être la langue, parce qu'il y a il y a tout l'aspect culturel aussi, tu vois, de pouvoir communiquer avec les gens, de tisser un lien de confiance. Donc, défi, oui et non, ça va être, je pense, en tout cas, des choses à apprendre. Il va y avoir toute la notion du climat. Le fait qu'on soit dans la région du Sahel, qu'il pleut 5 mois dans l'année. Donc, comment on répond et on fait en sorte pour que ce soit maintenu et que ça fonctionne sur toute l'année, mais dans un système, c'est toujours autosuffisant. Donc, comment on fait pour pas avoir un camion, une citerne qui vient nous déposer l'eau tout le temps? Donc, oui, je pense ça. Et puis, l'aspect financier aussi, parce que c'est vrai que là, c'est le début. Maintenant, ça va être les levées de fonds. Et la dynamique et l'impulse qui va être donné va être aussi donné en fonction de cette confiance-là, de l'aspect financier qui va entrer, des partenariats, parce qu'il y a aussi cette envie-là. J'ai pas envie que des gens viennent juste miser de l'argent. J'aimerais vraiment réussir à discuter avec des gens et des marques ou pas des marques, mais genre des logiciels, je sais pas, de production de musique ou une marque de création de cahiers. Tu vois, des gens, en leur expliquant le projet, ils pourraient me dire ça c'est nice, on fait un partenariat parce qu'il y a cette quête d'argent, oui, mais si j'arrive à faire des partenariats avec tous les acteurs du projet, c'est aussi très 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 cool. Des partenariats qui font sens. C'est ça, que ce soit vraiment win-win, que nous on ait du matériel à utiliser pour les personnes et que eux ce soit forcément une bonne image, mais plus que ça, que vraiment qu'ils se disent vas-y, on a produit ça sert à ça, et aussi sortir de ce truc caritatif, parce que ça va être un challenge de présenter, de créer ce projet-là sans que ce soit vu comme un truc humanitaire, on vient sauver les petits Africains. Je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans, et ça, je pense que ça va être mais ça va être notre responsabilité aussi à tenir ça correctement, mais ça va être un challenge, je pense. Ouais. Mais t'es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que ma patience dans ce challenge est prête? Je sais pas. Personnellement, qu'est-ce que toi, tu vas retirer de tout ça, ce projet? Tout, je pense. Je pense tout, ouais. Ça va continuer de m'apprendre sur moi. Ça va... je sais pas. Je pense que... ça va être de l'apprentissage, quoi. Dans tous les domaines, sur tous les aspects, finalement. Parce que là, il y a plein de choses que je suis en train de faire, je ne savais pas que j'étais capable. Donc, ça va être... c'est ça que je vais en tirer, de l'apprentissage, et un apprentissage de connaissances, mais un apprentissage de moi. Et ça, c'est le but principal du projet. C'est vraiment de se connaître et de se valoriser en tant qu'être humain, tu vois, et sortir un peu des codes de société, genre, t'es une bonne personne si t'as fait des hautes études et si tu deviens... Non, en fait, je pense qu'il y a plein d'autres chemins, et j'ai envie d'explorer tout ça avec plein de gens et de voir, ok... Et peut-être de voir des nouveaux chemins qui ne sont pas encore enclenchés, tu vois. C'est ça, tout est à découvrir. C'est ça. Tout est à découvrir. Mais en plus, ce qui est intéressant pour toi et ton histoire, c'est que tu as grandi en Suisse. Et avant ça, tu n'avais pas vraiment vécu en Afrique? En Afrique, non. Et aujourd'hui, tu vas quand même aller développer le projet de ta vie sur le continent. Et bon, moi, je te connais. Je sais que la direction que tu es en train de prendre, c'est la bonne. Et je trouve ça beau, ce rappel de l'Afrique aussi. Comme quoi, en fait, on est qui on est, peu importe où on vit. Tu reviens toujours au point de départ, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est beau. C'est beau. Et c'est franchement, en tant qu'ami, voilà, j'aime te voir sur ce chemin que tu es en train de prendre, toi, et tu vas inspirer plein de gens. J'espère. Pour la petite histoire, moi, je l'appelle l'oracle. N'importe quoi. On verra. Si vous la voyez en vrai, c'est l'oracle. Ah non. Mais toi aussi, tu es dans ton carrefour, là. Ouais.
maintenant. Bah, au moment où on parle, moi j'ai mon avion dans 2 jours, 2 jours, ouais. pour partir en Indonésie et puis prendre ce nouveau chemin encore. Ouais. Donc on est tous deux en train de vivre des choses. Tu pars dans quelques semaines, quelques jours par semaine. Moi je pars dans 2 jours. Et tu seras sur un continent, moi je serai sur un autre. Clair. Mais je sais qu'à un moment donné, on va se rejoindre sur des projets comme par le passé. Et puis que moi, je veux aller voir ça. Moi-même, je veux voir ça. Je veux arriver là comme ça, sortir du chemin, arriver à un endroit hyper nature. Et puis que... À qui je peux demander où c'est que je peux trouver cette maison agricole culturelle qui est cachée. Et puis quand tu arrives, il y a ce petit monde ce petit monde, ce cocon, écosystème qui tourne. Et tu vas dire, ah ouais, mais vous êtes dans votre petite bulle là. C'est génial. Mais l'idée, c'est que la bulle, en fait, soit tellement impactante que ça devienne un mode de vie aussi, que ça s'élargisse. Et c'est ça aussi un peu l'idée, tu vois. À petite échelle, de voir, OK, est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne. Et du coup, si ça fonctionne positivement, c'est d'en faire d'autres aussi. Hein. Ouais. Parce que là, il y a plein de gens qui me disent, non, c'est dommage, tu viens pas au Congo. J'ai dit, mais... Ça va venir. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est d'en faire là où il y aura besoin, tu vois. Donc, ouais, non, clairement. Il y aura un nom pour... Pour le projet ? Ouais. Kumiji. Kumiji. Ah, c'est beau. Ouais, Kumiji. Ouais. Kumiji. C'est la maison Kumiji ou ça s'appellera juste Kumiji ? Non, c'est juste Kumiji. Parce que Kumiji lui-même porte déjà beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de lui mettre la maison. Kumiji, ça veut dire... C'est en Chiluba. Donc, Chiluba, c'est le dialecte du village de mon père, à Mbuji-Mayi. Donc, c'est Kasaï oriental au Congo. Et c'est l'action d'aller vers les racines. Ouais. C'est vrai, tu m'étonnes, ça raconte tout. Oui. Ça raconte tout, c'est toi et ton histoire. Ça vibre avec ton projet, ton histoire, et ça connecte le tout. Et ça sonne très bien, je trouve. Kumiji. On va mettre des petits Kumiji un peu partout, là. C'est ça. C'est ça. Mais franchement, et ce sera ça aussi, de voir sur le long terme si ça fonctionne. Ouais, comme on disait au début, tu vois, le but, c'est... Si tu sens un truc au fond de ton bide, il y a une raison, en fait. Vas-y, tu vois, c'est vraiment... C'est pas là par hasard. C'est vraiment pas là par hasard. Donc, si ça, tous les jours, ça pulse, à un moment donné, il faut aller, tu vois. Faut faire. C'est vrai. Faut vraiment faire. Ouais. Et j'espère qu'on sera des exemples de ça, tu vois. Même si, non, c'est pas facile. C'est pas facile de faire ce genre de move, mais à la fin... Je pense que la satisfaction, elle est toujours plus grande de se dire, j'ai pris plein de bleus sur la route, mais je suis arrivée là, tu vois. Plutôt que de me dire, ah ouais, non, je suis restée dans mon papier bulle, et puis, bon, c'est cool, je suis safe là, mais et tu auras toujours ce « et si ». Et si. Le « et si » et les regrets. On veut pas des « et si » et des regrets. Non. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, je pense, c'est cool, tu vois. Et de nouveau, il faut des gens qui sont à l'aise avec ça, mais c'est vrai que quand ça devient quelque chose de cellulaire, il faut acter. Il faut acter de ouf. Ouais. T'as une mission sûrement quand ça fait ça, je pense. Oui, je suis d'accord. Et écoute, moi, je pense que c'est déjà bien ce que tu nous as raconté là sur... si tu veux donner d'autres avis, enfin pas avis, d'autres choses qui pourraient motiver des gens à entreprendre un voyage, entreprendre un changement, entreprendre un rêve... Il faut aller. Franchement, ouais, c'est le meilleur truc. Et surtout quand ça te fait un peu peur, il faut aller. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que dans ta zone de confort, Après, il y a un truc, mais bon, moi, c'est moi et ma spiritualité, tu vois, mais on est voué à l'évolution en tant qu'humain, que tu le décides ou non. Et en fait, quand tu décides de rester dans ta zone de confort et que c'est pas ça ton chemin de vie, on te pousse, les éléments vont faire en sorte que tu sortes, et souvent c'est là que ça devient désagréable. Tandis que quand tu prends ce courage, tu dois avoir confiance que tu vas être accompagné selon ta spiritualité, tu vois, tes religions, peu importe ta foi, tu vas être accompagné dans ce chemin-là. Donc vraiment, quand tu sens que ça pulse, que tu as un peu peur, let's go. C'est le meilleur signal. C'est le meilleur signal. Ah non, et puis ouais, les gens qui... Même, ça peut être des petits moves, tu vois, genre d'aller manger seul au resto ou de partir faire un week-end solo. Non, mais moi, je
en même temps, j'avais peur de ça, mais c'est mes plus belles expériences. C'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs, tu vois, ce truc de voyager solo, de te lever, de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu checkes avec personne. Et du coup, tu dois te redécouvrir aussi. Donc, non, il faut faire, et même si ça fait pas sens, parce que ma grand-mère, je pense tout le temps à elle, parce que comme je disais, j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie, j'ai vraiment fait des trucs un peu dans tous les sens. Et ma grand-mère, elle m'appelle le colibri, tu vois. Elle me dit, mais tu cherches quoi? Et je disais, mais je sais pas en fait, mais je pense que je vais sentir quand ce sera beau, mais là, je sais pas, tu vois. Et en fait, maintenant, putain, mais c'est tellement clair. Maintenant, tous des trucs étaient tout détachés, maintenant c'est, ah ok. Donc chaque expérience me sert dans ce projet-là. Donc non, faut faire, faut faire. Et pendant ces moments de colibri, on a eu une période aussi à Bali ensemble. Oui, vraiment. On était tous dans le même nid, vraiment. Tous dans nos réflexions. Non, mais c'est clair. Grave. Non, mais... Grave. Mais ça a aussi beaucoup shifté ce voyage-là à Bali. Ouais, non. Parce que là, on était encore jeunes et moi, c'était pas encore fixé ce que je voulais faire. Et du coup, j'étais pas non plus active. Et je me suis rendu compte qu'en n'étant pas active, c'était pas quelque chose qui m'allait non plus. Et ça, c'est hyper important de savoir s'écouter, tu vois. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, comment j'y réponds. Et c'est constamment de se poser ces questions-là. Constamment, de jamais se dire, ok, je suis arrivée là, c'est fini, c'est set, tu vois. On est des humains, notre il y a un truc, il y a autre chose, tu vois. Cherche, va prendre. Et même quand c'est un peu douloureux et inconfortable, tu vois, il y a des zones, on a tous nos traumas, on a tous nos peines, on a tous nos trucs, et souvent on a tendance à mettre ça de côté. Il faut aller, en fait. Il faut aller là, il faut aller ranger, il faut aller dire, ok, ça c'est bon, c'est passé, c'est fait, on avance, tu vois. Mais il faut pas mettre ça de côté. En fait, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous effraie un peu, je pense qu'il faut mettre les pieds dedans. Ou juste s'asseoir dedans et voir ce qui se passe. Et voir ce qui se passe. Trop bien. Ouais. Bon, merci Gazou. Avec plaisir. Sacré projet. Écoute, moi, il m'a conquis ton projet, donc bravo pour tout ce que tu es en train de mettre en place. Merci. C'est un très très beau et très gros projet. Ouais. Et bravo pour toute l'énergie que tu mets là-dedans. Moi, je te souhaite tout le succès que tu mérites, en fait. Tout le succès que tu mérites avec ce projet, les connexions que tu vas faire. Vois grand. Continue à voir grand, à inspirer autour de toi avec ces projets, à linker des gens. Et comme je te dis, pour de vrai, le jour où ça sera possible de venir visiter... De toute façon, tu viendras, tu seras obligé. Tu es déjà dans mon programme des artistes qui vont faire des formations. Tu es déjà dedans. Voilà, je viendrai faire une formation dans Kumiji. Ouais. Donc voilà, je te souhaite le meilleur. Merci. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous, avec moi, avec les auditeurs. J'espère que ça aura inspiré pas mal de gens. En tout cas, ça m'inspire de ouf. Merci. Donc voilà. C'est cool. Merci beaucoup. Ouais. Bon, les auditeurs, vous avez vu, hein, il y a quoi prendre c'est un très bel exemple à prendre. On vient du même cercle, donc je pense qu'il y a des exemples à prendre de ton côté aussi. C'est juste que t'as pas parlé, c'est tout. Non, mais là c'est toi. Ouais. Non, magnifique. Bon, je vous retrouve prochainement pour un autre épisode de ce podcast. C'est fini pour aujourd'hui. C'était un très, très, très bel épisode. Un changement de cap, comme on adore. Ouais. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Gazou.